ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne-Laure Bosselli. Anne-Laure, bonjour. Alors Anne-Laure, ça fait la deuxième fois que tu viens. Je vais quand même te présenter et te laisser te présenter également. Tu étais venue pour présenter un livre également. Donc on avait vu le dictionnaire. Les 50 règles d'or de la communication non violente. Voilà. Et pourquoi j'ai parlé de dictionnaire? Parce que c'était édité par Larousse. Voilà. En fait, c'est pour ça. Et donc la communication non violente, là, tu as écrit un livre qui s'appelle « Découvrir son royaume intérieur », que je montre d'ailleurs à la caméra, puisque les gens vont pouvoir nous voir sur la chaîne YouTube, et le voyage au centre de soi-même. Tu es Anne-Laure psychopraticienne, hypnothérapeute également, coach, et beaucoup d'autres outils qui englobent ta pratique, je pense. Oui, je me définis comme une professionnelle de l'accompagnement avec peut-être deux grands axes. Il y a tout un accompagnement en entreprise, de coaching, de supervision, de manager, de dirigeant, de coach également. Et puis un côté plus d'accompagnement des personnes dans leur développement personnel avec les outils de constellation familiale, de CNV, d'hypnose et beaucoup de développement personnel. Exactement. Alors c'est fascinant parce que ça permet donc de toucher à tout ce qui est le psychique, mais également, et bien entendu, les émotions, le corps. Et c'est tout le but un peu de ton livre que j'ai pu lire et parcourir, et j'en suis fasciné parce qu'il va me permettre à moi d'avoir beaucoup d'outils. J'en suis ravie. Alors on va en parler justement par le début, peut-être, à décrire de quoi est fait ce livre, à qui il s'adresse et pourquoi tu l'as écrit. Ok. Alors, pourquoi je l'ai écrit pour pouvoir... tu vois, ton émission s'appelle « Prendre sa vie en main » et c'est vraiment proposer un chemin d'autonomie aux personnes, avec la conviction que plus on se parcourt et plus on se connaît, plus on est à même d'être debout à l'intérieur de soi et de pouvoir diriger sa vie et se relier aux autres et à tout le vivant. Tu parlais du corps, des émotions, tout ça. J'aime beaucoup appréhender les personnes dans chacun de nous, dans notre côté multidimensionnel. Donc il y a le corps. Alors en même temps, je suis pas médecin, mais il y a quand même toutes les sagesses du corps qui sont intéressantes à mobiliser. Le niveau émotionnel, avec aussi les dimensions psychiques, de la psyché, et puis le niveau également peut-être un peu plus spirituel. Qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, quel sens on veut lui donner, etc. Et toutes ces dimensions-là vont procurer ce qu'on pourrait appeler un alignement tête-cœur-corps assez fort. Donc ce livre, l'idée de ce livre m'est venue il y a longtemps. C'est vraiment un livre où je suis contente quand tu me dis que ça peut t'accompagner sur des outils et sur aussi ce que ça partage, parce que c'est vraiment l'idée de permettre à chacun de suivre un processus d'autonomie, d'individuation, de conscience de soi et de développement de soi en autonomie, c'est-à-dire avoir la certitude qu'on a toutes les ressources à l'intérieur pour pouvoir avancer. Bien sûr, on peut, sur certains sujets, se faire aider et il y a besoin, mais il y a quand même beaucoup de choses que l'on peut prendre conscience que je peux m'occuper de moi, même en tant qu'adulte, et me développer à l'intérieur, depuis qui je suis, et juste en étant comme ça guidée. Ce livre-là se veut un guide. Et puis, il utilise une métaphore. C'est donc découvrir son royaume intérieur. La métaphore, c'est le royaume intérieur. Et alors, pourquoi ça m'est venu ? C'est que souvent, comme coach, on dit il faut contacter sa souveraineté, retrouver sa souveraineté intérieure. Et je me suis dit, oui, d'accord, alors si je m'envisage comme une reine et si j'envisage les autres comme des rois, des reines, eh bien, je vais filer la métaphore jusqu'au bout. Ça veut dire que j'ai un royaume, ça veut dire que j'ai un château, ça veut dire qu'il y a des habitants, ça veut dire qu'il se passe des choses. Et m'est revenu tout l'imaginaire qu'on peut avoir, qu'on a en France, en Occident, des châteaux, des personnages du roi, des princes,
des princesses, des troubadours, et toute cette vie-là, en fait, est un mode d'accès pour pouvoir aller à l'intérieur de soi. Oui, j'ai vu ça à l'intérieur du livre, et c'est vrai que je dois t'avouer que j'ai fait une séance aujourd'hui avec quelqu'un qui avait, je dirais, il y avait, parce que c'est fini, qui avait la phobie de conduire sur l'autoroute, tout simplement. Et je lui ai dit de se considérer comme une reine de la route et d'être à l'aise dans son carrosse, finalement. Et quand on est une reine, il y a les motards qui ouvrent la voie et qui vont lui permettre de rouler en toute sécurité. Et donc, avec cette image-là, que j'ai emprunté de chez toi, pour dire qu'en fait, on est dans son royaume intérieur. C'est vrai qu'il faut le connaître, un peu comme le jardin intérieur, ça ressemble un peu à cette même métaphore, mais c'est beaucoup plus puissant parce qu'on va aller explorer beaucoup de choses. On va le voir dans cette émission, puisqu'on va parler de donjons, d'oubliettes, des troubadours, comme tu as dit, les douves, etc. etc. Et c'est génial parce que ça permet de revenir un peu dans cette fameuse histoire de France quand on l'a faite à l'école et où elle était morte, puisqu'on ne pouvait pas la vivre. Maintenant, on va pouvoir la vivre en nous. Ça, c'est avec notre propre imagination, c'est vraiment extraordinaire. Merci. Donc voilà, alors on va partir du château peut-être, ou bien par un autre domaine. Le château avec le corps, justement, c'est le premier chapitre de ton livre. Oui. Et puisqu'on sait que le corps va encaisser tout. Ce que le mental va lui donner, tout ce que ses émotions vont donner, c'est le corps qui encaisse le premier, qui est aux premières lignes du champ de bataille. Oui, il y a une chose qui peut paraître la palissade d'une évidence dingue, c'est que s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de vie. Oui. Et en Occident, on oublie beaucoup, parce qu'on est beaucoup dans la tête, et or, le corps nous permet de vivre, d'expérimenter, de ressentir, d'éprouver. Et le corps a une mémoire de dingue parce que le corps garde tout, conserve tout et ne ment pas. Et donc, si je me mets en lien avec mon corps, si je me mets en dialogue avec lui, il va m'enseigner où j'en suis vraiment. Autant mon blabla intérieur, mes pensées peuvent me raconter des trucs et des machins, autant le corps, vraiment, si je sais l'écouter, il va me dire précisément où j'en suis. Il ne ment pas. C'est ça. Est-ce que tu utilises comme méthode, alors évidemment pas dans le livre, mais quand tu approches les gens, la méthode de l'approche énergétique du corps, donc avec les poussées sur les poignets, oui, non, et moi je l'utilise surtout l'inconscient en hypnose, de faire balancer le corps d'un côté ou d'un autre pour amener une réponse inconsciente, mais qui est là. Qui est là. Mais il y a énormément de choses. Moi, j'anime un séminaire pour les accompagnements qui s'appelle Les Sagesses du corps. Pendant 2 jours, on explore tout ça pour pouvoir se dire, quand on est accompagnant, il y a une chose qu'on a avec nous, c'est notre corps. On peut avoir une mallette avec plein de gadgets et d'outils, mais en tout cas, notre corps, il est là, c'est sûr. Et oui, chercher à ce que le corps, par des mouvements qui viennent de l'inconscient, par certaines directions, va exprimer profondément notre vérité. Il existe plein de choses qui peuvent être faites, mais déjà, il faut avoir conscience que j'ai un corps et me mettre en dialogue avec lui. C'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Et parce que souvent, on se coupe. On se coupe là, pour pouvoir ne pas ressentir si on a vécu des choses un peu compliquées. Aussi parce que c'est plus facile, ça va plus vite dans la tête, mais en fait, on perd une partie de soi-même. Et donc déjà, c'est comment je me relie à mon corps et quelque part, comment je l'honore. Et donc, dans cet exercice, dans ce livre-là, le château en lui-même est le corps. Et donc, il y a des exercices pour pouvoir se mettre en lien, l'honorer, observer. Et un exercice que j'aime beaucoup qui est l'idée de parler de son corps. Alors, ce que je fais dans les ateliers, les stages, et là, dans le livre, c'est vraiment un tableau où, par décade, on peut dire ce qui est arrivé de bien à mon corps, ce qui est arrivé de pas bien à mon corps. De 0 à 10 ans, à 10, 20, etc. Et souvent, c'est très facile de remplir ce qui s'est mal passé pour mon corps, là où je me suis foulé la cheville, pété une dent, les maladies, les accidents, etc.
Et donc, ça pose aussi des choses. Et puis, de l'autre côté, c'est aussi qu'est-ce qui est arrivé de beau à mon corps. Quand est-ce que j'ai appris à faire du vélo et qu'est-ce que j'ai ressenti quand est-ce que, pour les femmes qui ont accouché, alors il peut y avoir du difficile, mais il y a quand même un grand bonheur à le vivre, à le ressentir l'enfant aussi dans le ventre. Quand j'ai guéri de telle ou telle chose, quand je sais pas, j'ai mis un but et je l'ai ressenti dans le corps, ce que le corps a vécu de bon, quoi. Et ça ramène de l'estime de soi, de l'amour de soi, de la confiance, de se rendre compte de tout ce qui vit. D'avoir la reconnaissance aussi pour son propre corps, en fait. Oui, la reconnaissance. Et l'acceptation. L'acceptation, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui se trouvent moches dans leur corps, pas beaux, pas belles, et qui ne veulent pas accepter leur corps. Qu'est-ce que tu leur... dans le livre, bien sûr, tu leur demandes de faire cet exercice d'aimer leur corps ou de penser à aimer leur corps, mais quand elles se trouvent tellement pas belles à leurs yeux, qu'est-ce que tu proposes? C'est l'exercice du miroir, par exemple, qui est déjà d'accepter. Donc, pour certaines personnes, c'est compliqué d'accepter de se regarder dans le miroir et pas juste pour être efficace, être maquillée, démaquillée, etc. ou coiffée, mais se regarder dans les yeux et puis laisser ressentir quelque chose. Et ce quelque chose, au bout d'un moment, c'est de l'amour. Et pour soi, pour qui on est et pour ce corps qui nous porte. C'est aussi donc ça déjà, c'est aussi faire un exercice de gratitude, c'est-à-dire de regarder et voilà, merci pour ses mains et puis merci pour ses poignets et puis voilà d'informer mes cellules, l'information cellulaire. Hein, c'est ça, de les toucher, parce qu'on ne voit pas ce que tu fais, mais voilà, de les toucher. Mains, les joues, et voilà, merci à mon corps d'être là. Et si je le fais, de moi avec moi-même, dans ma salle de bain, il n'y a pas de témoin, c'est entre moi et moi, il y a quelque chose qui monte, qui est de la gratitude et qui est de l'amour derrière. Voilà, donc ça c'est déjà le premier, le first step, quoi, comme on dit, de pouvoir honorer son corps. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit, exactement. Et moi j'ai l'image, alors peut-être tu vas l'apprécier aussi peut-être dans le cadre du château, je leur dis d'être le garde du corps de leur corps. D'être le garde du corps, donc de pouvoir accorder respect et protection à leur corps, parce que finalement c'est ce qui va nous amener vers toute la vie, et donc sans ça on ne bouge plus. Oui. Et garde du corps, du corps, c'est une très belle idée. Puis avec la sonorité des mots, mais ça veut dire aussi qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je donne à manger à mon corps, quelle conscience je mets là-dessus, comment je respire, comment je l'entretiens, comment j'en prends soin, voilà. Oui, je fais ça surtout pour les gens qui viennent pour arrêter de fumer, ou qui boivent, ou qui ne mangent pas correctement. Donc, d'apprendre à protéger leur propre corps comme si c'était leur meilleur ami d'abord, mais comme si c'était une autre personne, une autre entité qu'on doit absolument protéger. On y a une mission de garde du corps. Oui, prendre soin. C'est dans le livre, c'est dans les personnages qui habitent le château, c'est le gardien. Le gardien, il est là pour surveiller ce qui entre et ce qui sort, qui peuvent être l'alimentation, ce qu'on mange, ce qu'on inhale, mais aussi nos pensées, nos mots, etc. D'être un gardien qui veille. Et pour l'analogie, on a les dents qui donc font comme office de persienne ou de lance pour empêcher soit la mauvaise nourriture de rentrer, soit des mauvaises paroles de sortir, etc. Donc c'est les remparts. Les remparts, voilà, exactement. Et donc on est dans ces images-là, c'est très très beau. Après, maintenant, quand on va sortir du corps, vers quel endroit on va se poser ? Donc on visite le château avec toutes les pièces du château. On va voir par exemple le logis qui représente toute notre identité et nos activités. Où là on pose concrètement, j'en suis où, je fais quoi, comment je remplis mes journées, etc. Après on va un peu plus dans le dur, on va dans le donjon. Le donjon c'est l'ego.
Et là, c'est une prise de conscience de qu'est-ce qui me drive? Est-ce que c'est un ego inconscient ou un ego conscient? Ce que je veux dire par ego inconscient, c'est des élans et des actions et des réactions qui sont sans conscience. Et s'il y a de la conscience, c'est qu'est-ce que je veux, avec des questions telles que qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour mon environnement, pour les autres? Et donc là, se mettre au service de ce pourquoi on est là. Voilà, ce pourquoi on est là qui appartient à chacun. Après, on peut aller dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque, voilà, c'est un lieu d'apprentissage, de recherche, de réflexion où on va travailler sur nos pensées, sur nos croyances. Et des croyances que l'on a, donc qui proviennent de notre éducation. Et ces croyances, elles sont soutenantes ou limitantes. Et en quoi elles sont soutenantes et en quoi elles sont limitantes. Moi, j'aime bien voir, on avait vu, quand j'étais venue pour la CNV, que tout est polarisé. Il y a un bon côté et un mauvais côté. Et souvent, on ne voit que l'un des deux. Et c'est intéressant de voir, si je me dis que, moi, tu vois, une croyance qui peut être, il faut toujours finir ce qu'on a commencé. C'est soutenant au sens où c'est quelque chose qui va me permettre de finir ce que j'ai commencé, donc d'aller au bout des choses, etc. Mais ce qui peut être limitant, c'est peut-être un manque de discernement sur là, il faudrait peut-être s'arrêter, il faudrait faire autre chose, etc. Donc voilà, dans la bibliothèque, on travaille sur nos pensées et nos croyances. Et ce travail-là, parce que évidemment, quand on va le prendre tout seul, c'est pas si facile que ça à faire. Donc, on peut lire le livre, mais il faut quand même se mettre à faire un travail personnel. Moi, je l'ai lu en tant que thérapeute, et donc c'est un outil très utile. Mais si on va le lire en tant que personne qui veut avancer, j'ai vu aussi que, on va en parler aussi après, tu inclus du multimédia aussi dans ton livre, parce qu'il y a des méditations, donc ce qui est très innovant pour les livres modernes maintenant du 21e siècle. On va pouvoir introduire des vidéos et du son et de l'audio dans le... Donc chaque partie est accompagnée d'une méditation. Oui, donc dans le livre, il y a des enseignements, des explications, il y a des exercices, il y a des clés aussi, des clés de compréhension, et il y a des méditations, il y en a 8, il y a des rituels aussi. Et les méditations, il y en a 8, elles sont écrites dans le livre et on peut aussi les écouter, parce que c'est mieux de les écouter. Donc là, je les ai enregistrées, et il y a une musique qui a été créée par mon fils, Thibaut Dugois, que je remercie énormément. C'est un chouette travail de faire ensemble. Et elles sont téléchargeables sur le site des éditions du Dauphin, donc qui est la maison d'édition qui a édité le livre, les Dauphin Éditions. Et puis bientôt, dès que j'aurai résolu quelques problèmes techniques, sur mon site également. Et comme ça, on écoute ces méditations qui nous emmènent dans cette introspection. Le sous-titre du livre, c'est « Voyage au centre de soi-même ». Et donc, toutes ces métaphores, ces pièces que l'on visite, c'est une manière d'aller plus profondément, de plus en plus au centre de soi-même. Et ces méditations aident à ça. Beaucoup. Très bien. On va certainement, on va parler encore des autres formes, mais on va passer à une petite pause musicale maintenant et revenir sur peut-être la salle des tortures. Ça m'intéresse fort, cette salle des tortures. D'accord. Merci beaucoup, Anne-Laure. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Nous sommes avec Anne-Laure Bosselli pour parler de son livre « Découvrir son royaume intérieur, le voyage au centre de soi-même ». On est, Anne-Laure, dans le château fort. Oui. Et le royaume que l'on a, on va créer son propre royaume. Et donc, dans toutes les pièces, on parlait des pièces que l'on va faire. On a aussi cette pièce que tu appelais la salle des tortures, parce qu'elle fait partie des salles d'un château. Comme on se l'imaginait, on torturait les gens pour les faire parler. Et aussi des oubliettes. J'ai beaucoup aimé les oubliettes. Sont très sympathiques, ces oubliettes. On va en parler. Alors, la salle des tortures, c'est quoi? Est-ce qu'on peut imaginer
que c'est quelqu'un qui s'auto-torture, en fait, ou c'est un peu autrement dans ton livre? Oui, la salle des tortures, c'est vraiment l'idée de comment je me torture. Donc, il y a trois lieux qui sont pas hyper agréables dans le château. C'est la salle des tortures, les oubliettes et puis les douves. Voilà. Ouais. C'est 3 endroits un petit peu délicats où je le redis là, je mets vraiment le bémol en fonction de ce que vous avez vécu. Peut-être que ces parties-là, il y a peut-être besoin d'un accompagnement, d'aller voir un thérapeute ou d'être accompagné. Ça, c'est à vous, dans votre souveraineté, de décider si vous avez besoin ou si vous pouvez le faire seul. Mais en gros, la salle des tortures, c'est comment est-ce que je prends conscience que j'ai eu des blessures, et comment je vois qu'elles sont toujours actives dans mon présent, sous quelle forme elles le sont. Et comment est-ce que... moi, j'appelle ça des repasses, en fait. La vie nous ramène des passes et des repasses de certaines situations. Comment je le vois, ces répétitions. Et je peux... À partir du moment où je vois ça, c'est des répétitions de scénarios, c'est toujours la même histoire au boulot, toujours la même histoire dans ma vie amoureuse, peut-être qu'il y a une racine là et que je peux à partir de là prendre conscience, mettre de la lumière et puis apaiser ça. Et je vois aussi que tu passes aussi sur le transgénérationnel aussi. Oui. Il peut y avoir des blessures qui sont inconscientes parce qu'elles viennent de parents, grands-parents, arrière-grands-parents aussi, toute une histoire familiale en fait. Oui, ça c'est dans les douves. Alors après la salle de torture, on passe aux oubliettes et là on parle de tout ce qu'on a mis de côté. Et après on sort du château et on va dans les douves. Et les douves, comme on regarde l'eau qui stagne. Alors les douves, peut-être il faut expliquer parce que c'est un mot qu'on n'utilise pas tous les jours. C'est un fossé. Le fossé qui entoure le château, plutôt les châteaux forts, mais enfin, remarque, non, également des châteaux renaissants, et sont remplis d'eau. Donc, ça entoure le château, c'est rempli d'eau, il peut y avoir des nénuphars, il peut y avoir, mais l'eau, elle stagne, ça fait un peu de la vase, si le fond est pas, c'est la terre, etc. Et l'idée de ça, c'est le château, il est entouré de ça, comme nous, on est porteur de l'histoire de nos familles. Et des traumas qu'il peut y avoir, ou des non-dits, ou des secrets, ou des erreurs, ou des drames. Qui sont cachés à l'intérieur de cette eau stagnante, Donc on n'arrive pas à voir l'eau claire, mais il y a un truc, et ce truc, il nous impacte. Et donc, moi, je travaille beaucoup sur le transgénérationnel, avec notamment les constellations systémiques familiales. Et je trouvais que c'était important, là, d'avoir déjà conscience de ça. Tiens, ma vie ressemble à celle de ma grand-tante. Qu'est-ce que je porte d'elle ou pas, ou bien il se passe que... Enfin, tu dois voir ça aussi dans ta patientèle. Il y a vraiment des récurrences comme ça, ou des blocages. On sent qu'ils ne sont pas de nous, de notre vie à nous, mais que ça vient d'ailleurs, que c'est un goût de déjà vu peut-être un peu. Et donc là, déjà le voir. Voilà. Alors des fois, je fais une parenthèse quand même parce qu'on peut faire des parenthèses dans cette émission et parler de plein de choses. Je fais aussi un voyage en vie antérieure. Je n'aime pas beaucoup utiliser le mot régression en vie antérieure, mais en tout cas d'aller voir dans une autre vie passée ce qui s'est passé pour cette personne, et ça a un effet thérapeutique aussi très positif qui peut permettre d'avancer. Mais oui, ce que je disais tout à l'heure, quand on prend les personnes dans leur multidimensionnalité, je disais le corps, le psychique, l'énergie du corps, la psyché, l'émotionnel, les croyances, le mental, etc. Et ensuite, il y a le côté transgénérationnel qu'on vient de voir sur les deux, et il y a le côté transpersonnel. Après, il faut être OK avec cette idée d'avoir des vies antérieures. Oui, je demande toujours à la personne. D'ailleurs, c'est la personne qui vient et qui le demande elle-même. Ouais. Donc, c'est pas une... Mais c'est une proposition qu'elle fait. Oui, bien sûr. Moi, je le fais en hypnose aussi hypnose spirituelle, de régression de vie antérieure. Et puis, c'est vrai que les personnes qui viennent, elles le demandent, elles le savent, donc elles sont OK. Et d'autres personnes, on peut dire, ça peut être des métaphores, ça peut être un univers symbolique, et ça donne des ressources. C'est puissantissime.
Et moi, c'est ça que j'aime, c'est de voir qu'on n'est pas... on est tellement riche. Un être humain est tellement riche de tellement plein de choses, de plein de dimensions, que pouvoir, dans l'accompagnement, un peu relier, visiter tous ces aspects-là, c'est... ça permet de l'apaisement, de la guérison, du développement, de la croissance, la conscience. Enfin, c'est génial. Le château, il est vaste, à visiter. Donc, le château et le royaume. Et le royaume. Parce que ça fait partie, comme tu le disais, de l'humain, mais l'accompagnement thérapeutique, moi, je crois fondamentalement, même après avoir lu le livre, qu'il est bon de lire ce livre-là, et puis, grâce à ça, d'aller se faire accompagner professionnellement par un hypno, par un coach, ou par toi, ou moi, ou de prendre en tout cas un rendez-vous, parce que seul, c'est pas évident. C'est pas évident de s'en sortir dans cette salle de torture que l'on torture soi-même, ou ces événements que l'on veut oublier, comme tu l'as bien décrit, dans les oubliettes, on les a enfouis, tassés, mais quelque part, l'inconscient les fait ressortir. Oui, et puis on peut avoir besoin juste d'une présence, d'une écoute, d'un soutien, de quelqu'un qui nous attend, qui nous accompagne, qui nous tient la main, et bien sûr. Donc, ce livre est une proposition pour vraiment un chemin d'autonomie, et en même temps, quand je parle que chacun trouve sa souveraineté, c'est vraiment aussi dans la justesse de se dire, tiens, là j'ai besoin d'aide. C'est ça. C'est aussi exercer sa souveraineté. Souverain, c'est pas moi, je sais tout, je suis le chef. C'est pas du tout ça. Oui, c'est vraiment aussi accepter ma vulnérabilité, et que là, pour ça, c'est trop difficile, j'ai besoin d'aide. Bien sûr. Alors, tu parles des blessures, et des blessures que l'on a pu subir, soit donc la blessure, un peu pour reprendre Lise Bourbeau, de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Et tu as fait un très très beau tableau, d'accord, que je vais montrer ici à la caméra pour ceux qui vont aller regarder sur la chaîne, mais qui vont pouvoir le retrouver dans ton livre, en page 92, et qui vont permettre de pouvoir résoudre, ou en tout cas aider à comprendre les différentes blessures que l'on a, donc de rejet, d'humiliation, de trahison, d'injustice que l'on ressent, que chacun a ressenti dans sa vie. Il n'y a personne qui n'a jamais eu aucune de ces blessures. Non, c'est pas possible. Donc, parce qu'on les subit tous à un moment ou à un autre de notre existence. Et c'est l'idée de relier un peu ces blessures-là. Donc, on peut effectivement suivre les travaux de Lise Bourbeau, qui est vraiment très, très intéressant. Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même, et qui est vraiment le fruit aussi de travaux précédents. Enfin, c'est vraiment très, très, très fort. Et là, la proposition dans cette carte-là, c'est un peu de faire aussi son lien et de sortir des cases qu'on pourrait nous imposer dans un modèle, et donc de voir est-ce que quand moi je me sens blessée par peut-être la blessure d'humiliation, est-ce que j'ai peur d'être méprisée ou d'être tout seul, est-ce que j'ai peur d'être manipulée, ou voilà, et de faire une introspection. Donc il y a un tableau, d'abord les blessures, ensuite quelle est la peur qui va manifester ces blessures, quelle est ma parade, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais pour essayer de me prémunir de cette blessure. Par exemple, fuir, ne pas m'attacher, ou ne rien laisser au hasard, ou tout contrôler, etc. Quel est mon besoin derrière ensuite? Et là, j'ai des propositions de besoins, de sécurité, d'amour, d'être accepté, d'être en lien, de reconnaissance, etc. Et puis ensuite, je propose une réponse. Et la réponse, elle est vraiment comme un mantra. Et donc, un mantra, c'est une phrase un peu magique, c'est une phrase de guérison. Il en existe énormément, et c'est important de pouvoir s'en créer et de les répéter, de les affirmer. Par exemple, je peux dire, ma réponse, ça va être celle-ci: je commence par m'aimer, je n'ai pas besoin de plaire à tout le monde. Voilà, je commence par m'aimer. Et donc, je vais répéter ça, je commence par m'aimer, et il faut que ça passe de la tête au corps, parce que passer de la tête au corps, ça passe par le cœur. Parce que il faut, je dois répéter, etc., ça reste là-haut et ça ne s'incarne pas, on ne s'approprie pas les choses, et il n'y a pas de
de croissance ou de guérison avec ça. À partir du moment où ça passe dans l'émotionnel et que ça se distille dans le corps, alors il y a une appropriation et un changement, une transformation est possible. Ouais. Il faut l'intégrer émotionnellement, en fait. Toute connaissance est inutile tant qu'elle reste à l'extérieur de soi. C'est une belle connaissance, mais bon. Je sais que c'est pas bien de fumer, mais je continue à fumer. Donc ça ne sert à rien de savoir. Le savoir n'est pas intéressant tant qu'il est à l'extérieur. Il faut l'intégrer émotionnellement. Et donc tu apportes des clés. C'est super bien fait parce qu'en plus c'est aussi en couleur. Donc tu apportes des couleurs. Super maison d'édition. Les Dauphins, ils ont été vraiment extra. Et d'abord, je trouve qu'il est très beau ce livre. Et là, cette carte, elle est en couleur. Et le livre est même imprimé avec plusieurs couleurs, un bleu vert très doux et noir. Et puis et là, 4 couleurs. Enfin, c'est vraiment chouette. Même le dessin du château, tout ça, ils ont vraiment fait c'est super. Un beau travail un beau boulot, de qualité. Ouais. Et donc, tu reprends aussi des clés, parce que c'est intéressant que dans le château fort, on va imaginer qu'il y a des clés pour ouvrir toutes ces pièces, clés 1, 2, 3, 4, et puis des clés pour ouvrir le développement de sa vie, de ses qualités, de ses talents, et d'autres choses, avec des tableaux que la personne doit remplir pour s'extraire un peu et se libérer de cette boue intérieure dans laquelle elle est, lorsqu'on est dans les douves en tout cas. Oui. Oui, il y a des exercices avec des tableaux à remplir. On peut soit prendre un carnet pendant qu'on lit le livre et le faire à côté, soit on l'a conçu avec les éditions du Dauphin. On a conçu, vous pouvez écrire sur le livre. Après, ça veut dire qu'après, c'est un livre que vous ne pouvez plus prêter. Mais parce qu'il y a des pages avec des lignes, il y a énormément de questions qui vous sont posées. Donc, c'est vraiment... C'est un livre il faut prendre le temps. Voilà, c'est pas... si on veut faire le processus, c'est pas un livre qu'on lit en un week-end. Il faut vraiment prendre le temps. Et moi, les retours que j'ai, c'est ça. Les personnes lisent, écoutent les méditations, remplissent certaines questions, font certains exercices. Il y a aussi des exercices de créativité à faire avec des couleurs et tout ça. Donc, c'est bien de prendre le temps. Tout à fait. Il y a des rituels aussi. Il faut, si on est seul... donc les rituels, quand je fais des stages, on les fait en stage et tous ensemble, donc c'est une autre dimension, c'est beaucoup plus fort. Mais certains, on peut les faire soi-même et ça prend du temps de les préparer. Donc c'est vraiment cette idée-là. Et les clés, il y a 12 clés, c'est vraiment pour approfondir un enseignement lié à ce qui est dit. Par exemple, la clé 6, les émotions sont des messages à décoder. On en avait parlé, les émotions, c'est un message d'un besoin à nourrir, etc. J'explique un petit peu ça dans cette clé. Donc voilà. Alors il y a aussi le feu, puisque quand on est dans un château, il n'y avait pas de chauffage électrique au gaz. Et donc on a un feu de bois, une cheminée. J'ai beaucoup aimé, donc si on a un bois sec ou un bois vert, et puis quel type de cheminée. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce feu intérieur quelque part ? Le feu intérieur, oui. Donc il y a une méditation sur activer le feu intérieur. Ça se passe dans la cuisine du château, qui était vraiment l'endroit très important dans un château, puisque c'est l'endroit où il y avait et la nourriture et la cheminée. Oui. Souvent, au début, les cheminées, elles étaient vraiment au milieu de la pièce et on était autour. Et même l'idée du feu et la façon dont fonctionne une cheminée, la métaphore, on revient au corps avec comment est-ce que j'active mon action, mon feu intérieur, mes désirs, pour pouvoir agir, être opérant, être dans une dynamique dans ma vie. Et le feu, c'est un élément qui est magique, qui est très fort. Et il y a un texte dessus où il y a cette dimension que le feu, il est aussi dans une polarité où il y a une dimension de la flamme qui va être ce qu'on voit, ce qui éclaire, ce qui réchauffe, ou ce qui brûle. Non, justement, ce qui brûle et ce qui éclaire, et la chaleur qui est ce qui réchauffe, et ce qu'on ne voit pas,
La flamme, on la voit, mais la chaleur, on la voit pas. Mais c'est elle qui transforme les aliments. C'est ça. Et c'est aussi la métaphore de tout ce qui est subtil, tout ce qui est du lien, tout ce qui est de l'émotionnel, tout ce qui est qui a un pouvoir transformant très fort. Oui, et donc c'est ça, cette méditation qui s'accompagne de allumer votre feu intérieur, qui est très belle, parce que ça permet justement de ranimer des fois une flamme qui a été éteinte depuis longtemps. Ouais, et retrouver une dynamique de vie, le goût de vivre, confiance en soi. Le feu intérieur, il amène tout ça, quoi. On s'embrase pour être au monde, quoi. Tout à fait. Alors, on va prendre une petite pause musicale et revenir tout de suite après. Merci beaucoup. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Nous sommes avec Anne-Laure Bosselli pour découvrir son royaume intérieur. Alors, on a fait beaucoup de pièces du château, du royaume pas encore, parce qu'on ne peut pas tout faire en une émission. Et bien sûr, il y a les jardins et puis d'autres endroits que l'on peut visiter. Mais il y a aussi les personnages. Les personnages de ce château. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Anne-Laure, sur ces fameux personnages du château ? Alors, les personnages du château, c'est des parts de nous-mêmes qui peuvent nous permettre de nous rencontrer et de découvrir des aspects de nous-mêmes. Et donc, en continuant la métaphore, je suis allée sur... déjà, la première chose, il y a en chacun de nous un roi et une reine. Là, moi, je suis une reine. Et j'ai un côté aussi masculin. Ouais. Mon énergie masculine, ça va être mon roi intérieur. Oui. Et donc là, il y a tout un travail sur comment j'équilibre ce couple royal à l'intérieur de moi, pour être dans et l'action et l'accueil, pour schématiser. Il va y avoir aussi le petit prince, la petite princesse, c'est l'enfant intérieur. Et comment est-ce que je prends contact et soin de mon enfant intérieur ? La reine-mère, c'est mon parent intérieur. C'est la part de moi qui est responsable, qui est organisée, qui prend soin de moi aussi, etc. À distinguer du vieux sage, qui va être plutôt l'image de quelle vieillarde j'ai envie d'être. Et de me dire que ma vieillarde, elle est déjà là. Et comment est-ce que je peux ne pas... là maintenant la trahir, comment je peux la préparer sa venue puisqu'elle viendra un jour. Après il y a un peu comme un jeu de cette famille, il y a des parts de nous qui vont être l'intendant, qui est relié à notre organisation, notre faculté à nous organiser. Le bailli, c'est celui qui, au Moyen-Âge, c'était celui qui, au nom du roi, édictait la justice, prenait les décisions. Donc, ça va être la part de moi qui va arbitrer, décider certaines choses. Le gardien, on en a parlé tout à l'heure, celui qui doit être à la porte et voir ce qui entre, ce qui sort. Le soldat, c'est celui qui va prendre parti, qui va agir, qui va défendre. Il y a le moine aussi, parce que toute la dimension spirituelle qu'on peut avoir visitée dans la chapelle, elle est là aussi. Donc le moine, c'est la part de moi qui se relie à ce qui est plus grand. Je peux avoir des religions ou en tout cas des questionnements, même si c'est relié à la nature. Enfin, qui que je sois, je peux avoir des questionnements sur le sens de la vie. Ça va être avec le moine. Il y a le troubadour qui va être plutôt le créateur, celui qui joue aussi, donc c'est côté liberté, qui sort du cadre, enfin voilà. Et puis mon côté magicien, c'est comment je me relie à mon intuition, comment je me relie aussi à des perceptions qui peuvent être hypersensibles, extrasensorielles, des choses comme ça. Et en fait, dans ces personnages-là, donc on les découvre, et il y a tout un processus pour s'approprier, pour voir quelle qualité il nous permet de développer en nous. Et puis également, il y a un rituel pour pouvoir se mettre en lien avec et puis voir justement de quoi ils ont besoin et qu'est-ce qu'ils nous apportent. Donc ça voilà, Ce sont les personnages qui sont tous en fait en nous et que l'on a en nous et qu'il faut apprendre à développer et à canaliser aussi. Oui.
Quel est le personnage? Je sais que c'est une question un peu qui n'apporte pas une réponse vraiment juste, mais quel est le personnage qui parfois est le plus imposant et qui nous bloque, le personnage le plus bloquant? Ben, ça va dépendre des personnes, mais il y a des gens qui sont très, très dans la tête, et donc ça va être le bailli qui va décider, je sais, j'arbitre, j'y vais, quoi. D'autres qui vont être sur le contrôle, différent de la décision. Ça va être l'intendant et qui planifie, qui laisse rien au hasard. Mais du coup, voilà, il n'y a plus de créativité du troubadour. Le vivant, voilà. Et si je suis que dans le troubadour, comment je m'insère aussi. Donc, puisque je peux être que dans... Je refuse les contraintes, j'en fais qu'à ma tête et youhou, mais ok, mais comment est-ce que je conduis ma vie? Et donc, l'idée, c'est de rechercher un équilibre dans tout ça. Et je pense que chacun, comme pour tout, hein, quand il y a trop, c'est trop. C'est ça. Tout avec modération, quoi. On va consommer avec modération. Et donc, tu donnes aussi des exercices. Oui. Parce que c'est ça aussi qui est très important de savoir. Je le rappelle parce que c'est un livre qui questionne. Donc, tu poses des questions et ce n'est que quand on se questionne qu'on arrive à se remettre en cause et se remettre en question et pouvoir prendre conscience de certaines choses. Et puis, tu donnes des exercices pour évaluer, pour s'auto-évaluer soi-même. Faire des diagnostics, de savoir où on en est sur telle ou telle dimension de tel et tel personnage. Est-ce que c'est ouvert chez moi? Est-ce que j'ai envie de l'ouvrir plus? Est-ce que c'est ou non, etc. Et donc, la personne va arriver à pouvoir... mettre un diagnostic, poser un diagnostic sur elle-même. Oui, c'est avec une réglette de 1 à 10. Donc, évidemment, tout est subjectif. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise note. C'est juste l'idée de se rendre compte, tiens, cette dimension de liberté, elle est pas assez nourrie chez moi parce que je suis pas dans un contexte où bien je me contrains trop. Bon, tiens, peut-être que ça me donne conscience et envie de faire autrement. Alors, est-ce qu'on peut donner un exemple, par exemple, d'un personnage? Est-ce que, prenons peut-être la reine ou le roi. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu peux donner un exemple de question où tu peux... où quelqu'un va se poser la question sur est-ce qu'il est une reine ou un roi pour elle-même et qu'est-ce que ça implique à ce moment-là quand on est reine et roi de soi? C'est un travail de savoir sur quelle valeur je me donne. Avant de savoir quelle valeur je donne aux autres, mais quelle valeur je me donne, comment je me respecte. Donc, voilà, dans tous les exercices et dans les enseignements, il y a des choses comme ça. Quelle valeur je me donne et comment je me respecte. Comment je me situe par rapport aux autres. Sur la reine et sur le roi, donc comment j'équilibre mes polarités, donc pareil avec des prises de conscience. Donc il y a un descriptif de ces polarités là, ce que c'est que l'énergie masculine, l'énergie féminine. Alors il y a un côté militant chez moi, hein, j'ai beaucoup écrit et valorisé l'énergie féminine, du féminin qui est créateur. Et de voir comment on peut faire une balance de tout ça. Après, concrètement, il y a un exercice avec un questionnement et comme un peu une chaise chaude, on peut dire, c'est comment je vais dialoguer avec le roi en moi pour voir, donc en forme un peu d'une guidance un peu d'hypnose, pour voir et faire émerger ce qui est en manque, ce qui est en excès, ce qui est en équilibre également. Et ensuite avoir un plan d'action, qu'est-ce que je fais concrètement? Tout à fait. Et donc, la finalité, après, de tout ça, c'est d'acquérir sa propre la liberté, la souveraineté sur son royaume, finalement. C'est la liberté et la souveraineté sur son royaume. Et donc, il y a une cérémonie que j'avais appelée une cérémonie d'autocouronnement où on se met sa propre couronne que l'on crée. Et donc, c'est super de le faire en collectif. C'est vraiment fort parce que ça fait un rituel, mais sinon, on peut le faire soi-même. Et pour vraiment se dire à soi-même, je me considère comme une reine. Et le corollaire, c'est que je considère les autres comme des rois et des reines de chacun de leur royaume. Et donc après, si tu vois là, si moi je suis une reine, si toi tu es un roi, on se rencontre
et on va échanger à partir d'un endroit d'accueil, de respect, de considération, de bienveillance, etc. Et dans les châteaux, on se rencontrait aux lys, les lys qui étaient vraiment tout au bord des châteaux, où il y avait des promenades, où il y avait même des tournois, enfin ces endroits-là. Et donc il y a tout une approche pour positionner tout ça. Et notamment dans l'estime que j'ai de moi-même, dans la considération que l'autre est un autre, mais également un autre dans lequel je me projette. Et donc, du coup, essayer de décrypter tout ça. C'est ça. Et donc, la relation avec l'autre, évidemment, elle s'améliore avec tout ça. Elle est différente quand on a fait ce travail d'introspection et de liberté. On se libère, en fait. De liberté, d'introspection et d'autonomie, parce que je me libère aussi de l'attachement que je peux avoir avec les autres, donc de la dépendance, du jugement que je peux avant craindre de l'autre et là que je crains plus. Enfin, ça renforce chacun dans sa dignité. C'est ça, sa souveraineté. Sa confiance en soi, sa confiance en soi, estime de soi, amour de soi, l'action, l'assertivité, le fait d'être au monde et d'être debout à l'intérieur. Je crois que souvent la vie peut nous avoir fragilisés. On peut ne pas être debout à l'intérieur de nous-mêmes. J'aime beaucoup cette image-là. Et c'est vraiment comment je me redresse si j'ai été un peu mis à terre ou rapetissé. Et comment je me redresse et je me sens debout à l'intérieur de moi. Et ça donne de la force pour accomplir ce que j'ai à accomplir. Et ça aménage l'ensemble de l'environnement. Chacun se repositionne aussi dans mon environnement. Et c'est fort et c'est bon pour tout le monde. Parce que c'est vraiment le fait de se dire je suis une reine et les autres sont des rois et des reines. C'est pas je suis une reine et donc tout le monde au garde à vous. C'est non. Et voilà. Et ça, c'est beau. Très bien. Et donc, le fait que tu peux donner cette clé, ces clés, en fait, ce sont des clés de libération, des clés de bienveillance aussi, pour pouvoir, en fait, et on va peut-être conclure par ça, partir sur le champ de bataille des conflits qu'on a tous les jours dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, dans la famille, élargie ou restreinte, mais c'est important de pouvoir gérer tout ça grâce à ça. Oui, de pouvoir être outillé, on va dire armé, mais outillé pour pouvoir affronter et se confronter à toutes les situations que l'on vit dans la vie et partir en quête. Donc la dernière partie, elle est très très courte parce que justement l'idée c'est plus la valeur au travail d'introspection qu'il y a avant pour ensuite se dire et maintenant je fais quoi ? Alors c'est quoi la quête, de ma vie justement ? La quête, c'est les questions de qu'est-ce que je fais maintenant qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je veux pour ma vie, à quoi je veux contribuer, pourquoi je suis là, quel sens je veux donner à ma vie, au sens des 3 mots de sens, la signification, mais également l'orientation que je veux donner à ma vie, et puis qu'est-ce que je veux ressentir, qu'est-ce que je veux vivre. Super, ce sont de très très belles questions. Merci beaucoup Anne-Laure d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci. Et je voudrais te demander, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver ton livre et où est-ce qu'on peut te trouver aussi si des auditeurs veulent prendre rendez-vous avec toi ? Alors on peut trouver mon livre dans toutes les bonnes librairies et puis dans on peut le commander. Je fais quelques salons, donc il y aura des informations sur mon site internet que j'ai écrit annelaurebozeli.com. D'accord. Voilà, je fais des séminaires et puis je reçois à Paris en cabinet. Voilà, donc super. On peut me joindre avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle, et merci beaucoup à Philippe pour la technique. Merci Philippe. Je rappelle à nos auditeurs que mon émission a lieu tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois à 13h, que vous la retrouvez sur YouTube. Et à très bientôt. Merci Shlomi. Yeah.